Donc aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, un peu de gala si je puis dire, concernant les débats qu'est en train de mener Ariel Forgeron avec un grand nombre de gens de la dissidence. Donc Ariel Forgeron a fait un petit commentaire sur une de mes vidéos et donc en forme de réponse, si vous voulez, vu la richesse des thèmes abordés, je crois que ça mérite une vidéo spéciale. Euh, donc je vais me représenter. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis nationaliste, je suis catholique tolérant, c'est-à-dire tolérant la pratique de culte sur mon pays. Bien entendu, une pratique raisonnée. Je suis ethniciste. Alors ethniciste, qu'est-ce que ça veut dire? Ethniciste, c'est une sorte d'indice qui comporte à la fois donc, la race, avec tous les guillemets que ça peut concerner, l'amour de la patrie et la culture française. Ainsi, j'estime que quelqu'un qui a un certain patrimoine étranger, à partir du moment où il possède une grande culture française et un amour du pays, il est plus français qu'un blanc pur souche, complètement inculte, et qui n'a que des drapeaux américains ou de la route 66 chez lui. Pour être clair, je suis antilibéral parce que c'est un des plus gros problèmes auxquels nous sommes soumis, hein, au-delà de toutes les affaires de religion, etc. C'est dramatique le niveau atteint. Je suis plutôt pour un capitalisme assez productif, hein, de type PME. Je suis résolument contre l'Europe et je suis résolument germanophobe. Je suis quand même stupéfié par la remontée en grâce et l'idolâtrie qu'on a vis-à-vis de l'Allemagne. C'est quand même, ça dénote d'une inculture historique profonde en France. Donc pour moi, c'est très clair, on peut être immigré ou résident ou français, mais il ne doit pas y avoir de confusion des genres. Alors Ariel Forgeron, c'est un Israélien religieux, séfarade, sioniste, qui se considère comme à droite de Netanyahou et qui a des origines françaises. Il a été français pendant 20 ans avant de faire son alia. Donc, en fait, il vient faire des vidéos, il vient dialoguer avec la dissidence, et c'est surtout la dissidence anti-juive. C'est pour ça que bon, moi ça me concerne pas spécialement parce que je suis ni dissident ni anti-juif, mais bon, ça n'empêche d'aborder les problèmes. Il s'inquiète du grand remplacement, hein, pour faire court. Et, euh, il essaie de pousser les Français à défendre leur pays. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, néanmoins, il nous parle quand même que son alia a été faite, selon lui, notamment un déclic qui est la guerre du Kippour et le soutien à la cause arabe. Mais il cite aussi dans ce qu'il appelle les trois trahisons de Marianne, l'affaire Dreyfus et bien entendu la Shoah. Alors, là, je voudrais intervenir parce que là, je suis en grand désaccord. Bon, l'affaire Dreyfus, on va pas revenir, donc une erreur judiciaire. Le fait qu'il ait été juif, bien entendu, a été utilisé contre lui. Néanmoins, il s'agit d'une erreur judiciaire et comme la France en a la triste habitude. Et c'est un officier juif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu des procès de multiples officiers juifs en France. Je rappelle par contre qu'aux mêmes époques, il y avait un fichage des officiers catholiques. Ça, c'est absolument vérifiable. Et ce qui débouchait sur, effectivement, absence d'avancement et puis des postes de deuxième zone, etc. Donc ça, c'est une réalité. Bon, la Shoah, on peut comprendre, ça, je vais pas y revenir, hein. Et le soutien à la cause arabe, bon, ça, on peut y revenir aussi, parce que ça pose la question de qu'est-ce qui est l'État, qu'est-ce qui est ceci, qu'est-ce qui est cela.
Alors, le problème du grand remplacement, c'est que dans le même temps, alors qu'il s'inquiète du grand remplacement, d'un autre côté, il le comprend et le justifie. Et il est dans la théorie qui a été popularisée par la célèbre vidéo du rabbin Twitou, avec l'idée que l'islam serait le balai d'Israël pour punir l'Europe de ses crimes contre les Juifs. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Et c'est pas un égarement du rabbin Twitou, hein. C'est une idée qui est communément admise dans la communauté juive. C'est comme ça. Bon, il faut faire avec. Concernant les vidéos qu'il a faites avec un certain nombre de dissidents entre guillemets, moi j'en ai vu en partie ou totalement certaines. Celle de Jean Robin, moi j'ai pas trop aimé parce que Jean Robin était quand même très toxique, il l'a traité de traître, de manque de reconnaissance de sa dette, parce que soi-disant il aurait dû payer quelque chose parce qu'il a été en français pendant 20 ans. Alors, je trouve que c'est quand même vaseux. Pour moi, pas du tout, hein, au contraire, il a fait un choix clair et moi j'estime qu'il doit rien à la France. C'est comme ça. Et puis il pense que c'est un agent recruteur de l'ALIA. Moi, je pense que le système et la presse mainstream et l'actualité n'ont pas besoin d'agents recruteurs de l'ALIA. Je pense que les attentats islamistes ont beaucoup plus d'impact que Soral ou Dieudonné qui n'ont pas du tout accès aux médias. Alors Morgan Priest, oh, c'est un gentil garçon, c'est adorable quoi, mais à la fin ça termine, on tombe presque dans les bras les uns des autres avec sur des éléments de communauté spirituelle, voire théologique. Bon là je crois que même Ariel Forgeron était un petit peu gêné. Là on est un peu trop dans le bisounours et beaucoup trop dans et vous voyez comme quoi le littéralisme ne règle rien, hein. Parce que le littéralisme on peut lui faire dire ce qu'on veut. On peut aussi le découper, on peut en prendre ce qui est négatif ou ce qui est positif. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça signifie, hein. Donc vous voyez comme quoi j'y suis opposé. Amalek, on a vu aussi dans la vidéo combien c'est un bon gars, quoi. C'est un type bien. Et là encore, malheureusement, ça dévie sur la théologie et je trouve que ça n'avance pas beaucoup le schmilblick. On va dans les problèmes qui sont soulevés. Donc le débat juridique, je dis ce que j'en pensais. Je suis d'ailleurs contre les États religieux parce qu'un homme reste un homme. Donc et c'est conférer un pouvoir considérable que d'être à la fois un chef d'État et un chef religieux. Et d'ailleurs, je pense qu'on est aux limites de l'hérésie parce que là, on donne un pouvoir, on fait d'un homme avec toutes ses névroses et tous ses vices un guide religieux. Ça me paraît pas une bonne chose. Moi, je le dis d'un point de vue spirituel. On voit l'Iran un peu à quoi ça mène. Hein, c'est aberrant. Et puis ne parlons pas de Daesh avec un psychopathe à sa tête. Enfin bon, terrible. Alors la dissidence, je ne vais pas trop revenir, hein, il y a de tout, il y a des pro-Israël, des anti-Israël, de ceci, de cela. Ce qu'on note surtout, enfin moi ça fait pas tellement longtemps que je connais la dissidence, je note surtout c'est une grande ignorance, une grande absence de culture, et donc ça entraîne des gens qui sont sous influence de Pierre-Paul Jacques. En fait, il ne faut pas exagérer le pouvoir de la dissidence, hein, il y a beaucoup d'opportunistes là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire du fric, des ratés, notamment des artistes ratés. Voilà, faut pas lui donner plus d'importance que ça. Moi, j'estime que j'en fais pas partie. Alors, pour les idées politiques, je voudrais faire quelques rappels qui sont utiles. Il y a à peu près 20 ans, la théorie c'était Israël est le bouclier d'Occident. Bon, on a vu combien c'était faux, hein, les faits nous l'ont démontré. Donc ça en aucun cas, puisque même au contraire, on en est à l'islam balai d'Israël. Donc en fait, pendant qu'on nous disait quelque chose, c'est le contraire qui se passait, hein. Donc effectivement, et d'ailleurs on voit que les évangélistes, enfin les milieux où l'Amérique profonde se régalent de voir les attentats en France, se régalent de voir le grand remplacement, parce que l'Europe est vue de toute façon comme un rival des États-Unis, donc ils sont très contents.
Il ne faut pas aller non plus bien loin dans la théologie. Hein. Tous les moyens sont bons dans la guerre économique américaine, même les plus vils. Alors il y a des gens qui voudraient une alliance avec Israël, ceux qui ont une haine de l'islam, ce que j'appelle le mis-islamisme. D'autres l'inverse. Bon, pour moi, le national-sionisme, c'est juste la définition du régime israélien et rien d'autre. Alors, les rapports France ou français, Israël ou juif, globalement, on est passé d'une politique pro-arabe qui a basculé sous Chirac pour devenir un aliment pro-américain. Alors, voilà, comment des gens tournent-ils autant leur veste? Comment Emmanuel Valls était un pro-palestinien acharné, était-il devenu un ultra-sioniste acharné? Je crois qu'il ne faut pas aller chercher très loin. Tous ces gens-là sont des opportunistes qui ont des casseroles au derrière et qui sont tenus par les services secrets des grands pays. Et tout ça, c'est du pipeau. Ce sont des marionnettes, il n'y a aucune conviction. Et tout simplement, avant, à l'époque pro-arabe, il y avait des gros marchés, il y avait la menace des chocs pétroliers, il y avait ci, il y avait ça, puis désormais, il y a la puissance américaine qui a tout écrasé, donc tout simplement, on va vers le blé le plus fort. Alors, problème de fond aussi, c'est le degré de culpabilité de la France dans la Shoah. Ça, je pense que j'y reviendrai. Hein. Et puis, se rappeler qu'il y a eu un procès de Gaulle, notamment mené par Raymond Aron, cette fameuse formule où il parlait de pays d'élite, sûrs de lui, dominateur, etc. C'est ce que Ariel Forgeron dit, hein, il le dit très bien, il dit les Juifs, c'est un peuple d'élite. Donc je vois pas où est le problème. On reproche même à De Gaulle de ne pas être intervenu militairement dans l'offensive de la guerre du Kippour. Enfin, ça, c'est du délire. Là encore, c'est lié à l'ignorance. On oublie de dire qu'il y avait eu l'intervention de Suez, à laquelle d'ailleurs Le Pen avait participé, et que les belligérants qui avaient pris le canal de Suez ont été menacés de bombes atomiques, hein, carrément, par les Russes et les Américains. Donc c'était France, Angleterre, Israël. Donc ça, il faut le rappeler. Donc nous reprocher de ne pas être intervenu militairement, c'est de la folie. On nous accuse aussi d'avoir jeté Israël dans les bras des USA. Je pense que Israël est assez grand, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est pas les prendre pour des nigauds, c'est tout. Hein. Alors moi, les questions que je me pose sur les relations internationales, c'est pourquoi à l'échelon européen, ce sont les pays qui ont le plus de sang juif sur les mains qui sont les plus mis en avant. Avec une inversion accusatoire phénoménale. Hein. Je rappelle qu'il y a une espèce de jurisprudence SNCF. Hein. On rappelle qu'il y a des survivants de la Shoah et des familles en Amérique qui ont demandé des dommages et intérêts de la SNCF. Alors, je crois 60 millions de dollars. Alors, au-delà de ça, c'est surtout les attendus qui sont très intéressants et qui notent qui mettent l'Allemagne et la France sur le même plan dans la responsabilité de la déportation vers la Shoah. Donc ça c'est quand même chose que les gens ne savent pas trop. Donc une inversion accusatoire qui est quand même phénoménale. Donc on ne parle pas effectivement des régimes nazis de Hongrie et de Roumanie. On ne parle pas de l'Ukraine que d'ailleurs Ariel Forgeron semble connaître. Et si je parle de Babillard, ça doit lui dire quelque chose. Hein. C'est quand même en quelques semaines 200 000 juifs qui ont été tués par des balles ou à coups de pelle, puis d'autres par la suite, mais 200 000 en quelques semaines, dans des conditions barbares. Donc, et l'Ukraine, ça est vu comme un pays formidable, hein, à la pointe de l'Europe, avec notamment des mouvements nazis qui ont un grand pouvoir. Alors, voilà. Alors c'est pour ça qu'avant de nous donner des leçons de morale, hein, il faut un peu revoir les choses. Hein. Donc pourquoi les États-Unis ne sont rentrés en guerre qu'après l'attentat de Pearl Harbor? Je pose bêtement la question, quoi. Hein. Donc là encore, c'est une morale à sens unique. Alors passons au problème de la double allégeance. Pour moi, c'est une aberration mentale. Je ne sais même pas pourquoi on en parle. En cas de guerre, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle ait lieu. Moi, je suis un belliciste, je suis un militariste pacifiste, c'est-à-dire que je suis pour une armée de défense, hein, essentiellement. Et voilà, je veux même pas admettre le scénario d'une guerre contre
que ce soit contre Israël, contre Alger, etc. Normalement, il n'y a pas de raison si on ne nous attaque pas. Par contre, si on fait de la subversion des actions anti-françaises, on est un traître, on doit être jugé comme tel. Et rappelez surtout que finalement, on est dans une société communautariste. Et les Juifs entrent aussi dans ce système. Alors ça se voit parce que eux, c'est des gens intelligents. Hein, ils ont choisi ils sont ambitieux, ils sont élitistes. Et pendant ce temps-là, les Français ont choisi le clochardisme gauchiste. Donc voilà, les jeunes, ils sont devenus cracheurs de feu, ils sont devenus intermittents du spectacle, ils sont devenus voilà, ils se sont cantonnés à des petits métiers, parfois même des métiers bullshit ou complètement inutiles. Écoutez, quand vous laissez la place, la nature aura du vide, hein, tout simplement. Donc, il faut d'abord se regarder à la glace avant d'accuser les autres. Une chose sur laquelle je voudrais revenir aussi, c'est le juridisme religieux. Chose dont on ne parle pas. Et il faut savoir qu'un certain nombre de crimes sont considérés comme des malédictions à l'infini. Et notamment la Shoah en fait partie. Et c'est pour ça que, par exemple, les gens qui ont participé de près ou de loin à la Shoah, leurs descendants sont maudits à jamais. Hein, et donc l'arrière petit-fils sera aussi coupable. Voilà, donc ça c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Alors dans mes conclusions, qu'est-ce que je peux dire? On constate un effondrement de la France. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Par contre, on est sommé du monde entier. Hein, le moindre sécheresse, le moindre tsunami, le moindre truc. On prône une chose puis son contraire. On doit s'excuser pour tout le temps. On doit être pour Israël et pour la Palestine. On doit être pour les panafricanistes et pour les nationalistes maghrébins, mais quand même pour le vivre ensemble et quand même pour le mondialisme. On est pour le fétichisme des religions autres, mais on est anti-chrétien. Voilà, c'est la folie, hein, c'est l'addition de la folie. Donc on a fait en sorte de rendre les gens fous pour qu'ils puissent plus réfléchir, qu'ils soient désorientés, des poulets sans tête. Alors la question que je pose aux gens de bonne volonté, c'est quel monde on veut, hein. Donc certains pseudo-intellectuels sur les plateaux télé disaient que vous voulaient le métissage, hein, donc notamment c'est Cohn-Bendit. Alors on veut un monde métis, hein, le Brésil, on voit ce que ça donne. On voit ce que donne le Brésil, hein, puisque c'est quand même une sorte de pays-continent. Alors la France a été effacée sous l'action de tout le monde, hein, des démons gauchistes, des libéraux cupides, et puis des communautés différentes et hostiles, instrumentalisées par la religion, par l'histoire, comme la guerre d'Algérie, la colonisation, donc la Shoah aussi, les minorités sexuelles revanchardes. Voilà, donc 30 ans de marteau-pilon où on nous a bien pilonné avec tout ça, donc le résultat il est là, hein. Et sauf que maintenant on en arrive à un point tel que on s'étonne que de l'étonnement. C'est-à-dire que le marteau-pilon arabe, entre guillemets, s'étonne de la soumission aux, entre guillemets, lobby sionistes. Et les sionistes s'étonnent de la soumission au lobby arabe. Et les gays s'étonnent de la soumission aux musulmans, et les musulmans au lobby gay, etc., etc., etc. Donc on est dans la folie. La folie à l'état pur. On a un tas de bourreaux autour de nous avec des marteaux pleins de sang. On est un pauvre cadavre sanguinolent, puis on dit mais comment ça se fait que t'es pas pour nous? Comment ça se fait que t'es contre nous? Comment ça se fait que ci, que ça? Voilà. Alors, petite question de philosophie de comptoir. Est-ce qu'on lutte contre la haine par la supra-haine, contre le mensonge par le supra-mensonge, contre la folie par la supra-folie? Je crois que c'est pas la peine. On lutte pas contre toutes ces démences, toutes les démences par d'autres démences, ça sert à rien. Je crois qu'il faut se recentrer d'abord sur soi-même. Il faut s'éloigner de tous ces soldats de Satan, des déments, des égarés, des ceci, des cela, parce que là c'est de la folie. Surtout éviter la haine, parce que la haine c'est le pire moyen d'égarement. Maintenant, vous vous rendez compte que toutes ces communautés ont pris tellement d'importance qu'elles ont, se bouffent entre elles, hein, maintenant. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la liste des bobos parisiens qui se font agresser, hein, c'est très très Caroline de Haas, Laura Calu, un journaliste des Inrocks, etc., etc. Donc, ils sont en train de
se faire agresser ou violer ou autre, et puis après ils disent ah oui mais ils en sont encore au stade où ils accusent c'est la faute des racistes. Bon bah écoutez, laissons-les dans leur dinguerie, écartons-nous de tout ça, ne pas s'impliquer dans des conflits qui ne nous regardent pas, surtout quand c'est des conflits d'entre démons, dans des dépravations, dans des égarements, et il faut qu'on revienne à nos racines religieuses, parce que de toute façon l'athéisme ne mènera à rien, l'inculture bien entendu ne mènera à rien, et on voit d'ailleurs des groupes dissidents qui sont clairement en train de sombrer aussi dans la folie et dans le rien de rien et dans le négatif. On le constate notamment avec les dépravations sexuelles auxquelles ils se livrent, etc. Donc non, il faut se développer individuellement. Vous avez les gènes et les ancêtres que vous avez. Bon, développez votre amour du pays et développez votre bagage culturel. Voilà, ça c'est l'essentiel que je puisse vous dire. Et bah merci quand même au cousin Ariel pour avoir permis de mettre ces thèmes sur la table.